Bonjour Alexandra, Bonjour. merci pour ta participation à cette journée d'études. Je te présente rapidement. Alexandra Semer est professeure des universités en sciences de l'information et de la communication. Elle co-dirige le laboratoire CEMTI, CEMTI, Centre d'études sur les médias, les technologies et l'internationalisation, et ce, à l'université Paris 8. La notion de sémiotique, c'est une notion qui est assez peu développée dans les cursus des beaux-arts en général. Et donc, ça sera encore très très précieux de prendre la suite de Bernard d'Arras. Et il y a une notion qui me paraît tout à fait intéressante, que je serais ravi que tu nous développes dans ton exposé, qui est la notion de vibration visuelle, associée à la notion effectivement de sociologie de l'image, ou disons d'une analyse qui prend en charge la question du registre social du regard. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de vous présenter ce travail. En effet, comme annoncé dans le titre, je vais vous inviter dans cette intervention à sonder la composition de ce que j'appelle les filtres interprétatifs que nous mobilisons chacune et chacun face à une production culturelle, par exemple une photo de presse. Je vous présenterai une méthode que j'élabore depuis plusieurs années maintenant avec des collègues et que nous avons appelée sémiotique sociale. Ma présentation va s'appuyer à la fois sur un cadre de référence théorique et sur une expérimentation de terrain que je vais vous présenter au fur et à mesure. L'hypothèse centrale de notre démarche de sémiotique sociale est la suivante. Toute production culturelle, texte, images, films, sites web, plateformes, est certes structurée de l'intérieur par des stratégies de communication. Ces stratégies essayent de guider la réception par le sujet humain grâce à l'articulation des signes sur un support. Par exemple, par le biais de la prise de vue stratégique d'un événement par un photographe de presse. Cependant, le sujet humain ne peut percevoir ces articulations qu'à travers le prisme de ces filtres interprétatifs, des filtres qui agissent comme une grille face aux stimuli, aux vibrations matérielles que les productions culturelles nous envoient. Et cette grille interprétative, ce filtre, est nourri de nos expériences socialisatrices, nos savoirs culturels, nos convictions politiques et religieuses, notre vision du monde. La réalité de ce que nous percevons n'est donc pas accessible telle qu'elle, mais pour emprunter une expression à un ouvrage célèbre en sociologie par Peter Berger et Thomas Luckmann, cette réalité de ce que nous percevons est socialement construite par notre éducation, par notre appartenance à une classe sociale, par notre origine, notre genre, notre vision du monde. Pour le sémioticien Jean-Marie Klinkenberg, la sémiotique s'occupe de la production du sens, de la sémiose, comme Bernard d'Arras l'a rappelé ce matin. La question de savoir ce qui prédomine dans la sémiose, les caractéristiques matérielles, des stimuli qu'une production culturelle nous envoie, ou alors les dispositions sociales et psychologiques du sujet qui les perçoit et qui les interprète, cette question a toujours fait débat en sémiotique. Ma démarche que je vais vous présenter aujourd'hui sera pragmatique et s'inscrit dans ce sens dans la même filiation que celle de Bernard d'Arras. Elle est pragmatique parce qu'elle place au centre de son modèle l'expérience interprétative des sujets empiriques. Sur nos terrains, nous avons constaté que cette expérience interprétative se caractérise souvent par une grande variabilité du sens. Ça aussi, on en a déjà discuté ce matin. Et notre objectif en sémiotique sociale est de sonder les raisons d'être de cette variabilité avec les sujets, dans le cadre de séances d'interprétation collective. Alors, je vais maintenant partager l'écran pour vous montrer un bref exemple. Voici un premier exemple. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez peut-être mettre un mot-clé dans le chat. Qu'est-ce que c'est?
lorsque je montre cette image en janvier 2021 à un groupe de 30 étudiants en Master 2 audiovisuel à l'Université Paris 8 et que je leur demande qu'est-ce que c'est, la réponse « c'est un Indien » fuse immédiatement. Les participants se focalisent sur le contenu de l'image et le catégorisent de façon quasiment mécanique. Alors, on a une première réponse, un Indien qui tire à l'arc. Voilà. Un Indien d'Amérique, un Indien. Un Indien, voilà. Une illustration. Ah oui. Un dessin Voilà. d'un Indien. Très intéressant. Parce que, en fait, les étudiants avec qui j'ai travaillé sur cette image n'ont pas tout de suite pensé à ça, mais donc à qualifier le support ou le médium, ils se sont d'abord focalisés, eux, sur le contenu, c'est-à-dire c'est un Indien, unanimement. Mais quand j'ai demandé ensuite qu'est-ce que ce dessin signifie, là, leurs réponses se sont diversifiées, un peu comme les vôtres. Certains ont identifié un chasseur indien, d'autres ont parlé d'un coloriage pour enfants, et d'autres, enfin, ont parlé d'un stéréotype culturel. Comment expliquer ces variations de sens? Au niveau de l'articulation stratégique des signes, la présence d'une coiffe, d'un arc, d'une flèche amène certains à conclure qu'il s'agit d'un chasseur indien. Ils se sont focalisés dans ce cas sur les traits qui caractérisent le personnage représenté. Le caractère schématique du dessin a amené d'autres à conclure qu'il s'agit d'un coloriage pour enfants. Ils se sont focalisés sur le support et ils en ont déduit une fonction. Pour le dernier groupe, ce même caractère schématique est sémiotisé comme porteur d'un stéréotype culturel. Ils ont dans ce cas donné la primauté au contexte de production de cette image. Nous considérons que ces focalisations préférentielles sur tel ou tel élément sur l'image s'expliquent par le prisme qu'induisent les filtres interprétatifs. Certains de ces filtres interprétatifs agissent de façon mécanique et il n'est par conséquent pas toujours facile de les conscientiser ou de les verbaliser. Nous pensons néanmoins qu'il est possible d'impulser cette conscientisation et ce, grâce à une introspection idéologique. Nous avons constaté que cette introspection est facilitée par le débat interprétatif qui confronte différentes hypothèses. Dans nos expérimentations, nous invitons les participants à argumenter ces hypothèses d'abord à partir de la focalisation sur tel ou tel détail de l'image. Et puis, on engage une remontée progressive vers les filtres interprétatifs. Pour la première étape, on a recours à un texte très classique en sémiotique. C'est la rhétorique de l'image de Roland Barthes. Un texte célèbre qu'on partage avec les participants en amont des débats interprétatifs pour qu'ils comprennent les fondements de notre méthode et puissent s'y engager activement. La méthode appliquée par Roland Barthes ne constitue cependant qu'un point de départ et nullement son point d'aboutissement, je le précise tout de suite. Voilà comment procède Roland Barthes dans ce texte. Il repère dans cette affiche publicitaire pour Pat Panzani ce qu'il appelle, en accord avec la tradition sémiotique, des signifiants, donc des traits de l'image qui, une fois réunis, font sens pour lui. Par exemple, le filet entrouvert qui laisse s'épandre les provisions sur la table. Pour Roland Barthes, voilà, c'est ça le signifiant le plus marquant dans cette image. Roland Barthes y associe ensuite des signifiés, donc des idées que ce signe fait naître. Par exemple, l'idée qu'il s'agit dans la scène représentée d'un retour du marché. Pour Roland Barthes, ce signifié implique deux valeurs, la fraîcheur des produits et la préparation faite maison. Pour arriver à cette conclusion, le récepteur doit mobiliser un savoir culturel, implanté dans une civilisation très large où faire soi-même son marché s'oppose à la nourriture par conserve. Pour un sujet qui ne dispose pas de ce savoir culturel, les éléments repérés dans cette image ne signifient donc pas de la même façon. On retient la notion savoir culturel et on va la définir par la suite
comme les composantes culturelles conscientisées des filtres interprétatifs. Cependant, on ne va pas en rester là, car Roland Barthes essentialise dans son texte ses propres savoirs culturels, c'est-à-dire qu'il ne les confronte pas à d'autres. Il problématise certes leur rôle médiateur dans la production du sens, mais il n'engage pas un questionnement critique sur la construction sociale de ses propres savoirs. Pour approfondir ce questionnement, je vous propose maintenant de faire un détour par une deuxième expérimentation de terrain. Avec le même groupe d'étudiants de Master 2, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, nous avons identifié, comme Roland Barthes l'avait fait, d'abord les signifiants et les signifiés dans cette image d'actualité que j'avais choisie en amont. On a posé ensuite la question, quel est pour vous l'élément le plus signifiant dans cette image et quelles idées y associez-vous? Les participants ont noté ça sur un papier, la réponse à ces questions sur un papier. Et puis, nous avons engagé une mise en commun des résultats. Alors, vous pouvez peut-être vous-même répondre à cette question. Quel est pour vous l'élément le plus signifiant dans cette image? Celui qui vous saute tout de suite le plus aux yeux, si j'ose dire. Alors, le drapeau américain. Ah, bah merci. Le costume et le torse nu. Pardon, je t'interromps parce que ça arrive au fil de l'eau. Ah oui, très bien. Les drapeaux américains et président et Trump. Oui. L'homme au chapeau en fourrure. Oui. Le mot président, le personnage en costume d'Indien tenant le drapeau américain. Alors, je peux déjà vous dire que vous ne voyez pas exactement les mêmes éléments que mes étudiants à Paris 8. On peut se poser la question de savoir ensuite pourquoi. Le haut-parleur. Je vais peut-être vous dire ce que mes étudiants ont vu. Volontiers. Alors, pour les uns, les éléments les plus signifiants dans l'image sont les casquettes rouges, le drapeau américain planté dans le sol et le drapeau Trump is my president, ainsi que le casque porté par le personnage central. Ces éléments forment pour eux une unité qu'ils interprètent comme signe d'une menace pour la démocratie. Un manque de respect, une tendance à l'incivilité se reflèterait aussi dans le manque de masques sur la plupart des visages. Regardez, il n'y a qu'un seul homme ici qui porte le masque, il ne fait peut-être pas partie du groupe des manifestants. D'autres se focalisent sur le contraste entre les vêtements des hommes qui sont cette fois-ci interprétés comme populaires ou prolétaires et la somptuosité du lieu, le Capitole américain, pour l'interpréter comme un reflet du décalage entre la classe bourgeoise et le peuple dans la société américaine. D'autres encore, et c'était même la majorité dans ce groupe, donnent la primauté à l'absence de personnes de couleur sur cette image et à l'absence de femmes, pour conclure au racisme et au sexisme des manifestants. Le déguisement de l'homme central est associé à une appropriation culturelle fallacieuse, au cas où il s'agirait d'un habit d'Indien, ou alors de colonialisme viriliste et raciste, au cas où il s'agirait d'un habit de trappeur. Un dernier groupe, enfin, considère la prise de vue de la photo comme l'élément le plus signifiant. Prise de vue qui induirait une sorte d'héroïsation du personnage central, au sein d'un décor qui est interprété non pas comme le haut lieu de la démocratie américaine, mais comme un décor de théâtre satirique. Alors, ces focalisations différentes s'expliquent à ce stade de l'expérimentation, peut-être aussi par une maîtrise inégale des outils d'analyse courants de l'image photographique. Et on y remédie dans nos expérimentations en sémiotique sociale en partageant certains de ces outils. Bien évidemment, ce partage modifie la perception de l'image par les participants. Néanmoins, on a constaté sur nos divers terrains qu'il ne met pas un frein à la prolifération des hypothèses interprétatives. Bien au contraire, ce partage permet avant tout d'affiner leur argumentation.
Ces outils qu'on partage sur le terrain invitent à appréhender les productions culturelles comme des constructions politiques et industrielles. Dans ce sens, il s'agit par exemple d'interroger le rôle du support de consultation, qui reflète ce qu'un média juge bon de transmettre à son public. La publication de cette image sur le site web de France Info reflète-t-elle un regard français sur l'événement? C'est la question qu'on peut se poser. Un autre élément important est le cadrage de cette image. Parce qu'en cadrant une scène, la photo détermine ce qui compte à l'intérieur de ce cadre. Et le récepteur n'a de choix que de regarder ce qui est cadré. Cette présélection peut en outre refléter des pressions que subit le photographe par l'État ou par le média pour lequel il travaille. On peut prendre comme exemple la contre-plongée vers le haut dans notre image, qui, selon certains participants, héroïse Jake Angeli, le personnage central. Cette prise de vue reflète-t-elle une complicité du photographe envers les assaillants du Capitole, ou plutôt la pression que subit le photographe de presse pour produire sur le terrain des images spectaculaires? Après cette séquence de partage d'outils, dont je n'ai donné ici que quelques exemples, nous avons demandé aux participants de formuler par écrit des hypothèses interprétatives de l'image et de les appuyer sur une argumentation plus fine à partir des unités repérées comme signifiantes. Puis, nous les avons mis ensemble et nous les avons synthétisées. Voici donc les hypothèses interprétatives qui ont été formulées suivant le modèle « Pour moi, cette image signifie ». Vous pourriez peut-être aussi le noter, si vous voulez, sur un papier et réaliser comme ça une phrase très compacte. Pour moi, cette image signifie. On a une première remarque qui dit « Pour moi, cette image montre une manifestation ». Une manifestation. Plus factuelle. Oui, tout à fait. Alors, pour un premier groupe, l'image est la représentation d'un coup d'État antidémocratique. Ils élaborent cette hypothèse à partir de la perception de la pose des hommes, sémiotisée comme menaçante, du contraste entre leurs vêtements et la solennité du lieu, et à partir de l'absence de masque. Le drapeau pro-Trump ainsi que les tenues feraient désordre dans un lieu très symbolique de pouvoir démocratique et républicain. Pour un deuxième groupe... Attends, juste avant, pardon, Alexandra, il y a deux autres propositions intermédiaires. Je ne sais pas si ça jouera avec les tiennes, mais pour moi, cette image signifie que les protagonistes sont dans une démarche offensive, le torse nu est la déclaration de leur animalité et de la ferveur qu'ils souhaitent investir dans le mouvement. C'est une première proposition. Deuxième proposition, une manifestation qui a conscience du pouvoir des images et use de la mise en scène pour montrer une appartenance à un groupe. Ce qui est pour moi très significatif, c'est que vous nous mettez là, vous, participants, ici à l'écran, vous ne mettez pas forcément spontanément en avant le fait qu'il n'y ait pas d'hommes de couleur ou de femmes. Or, ça, pour ce groupe d'étudiants de Paris 8, c'était central. En effet, pour un deuxième groupe, cette image illustre un risque politique incarné par des suprémacistes hommes blancs. Et l'absence de personnes de couleur et de femmes est interprétée comme le reflet d'un positionnement politique raciste et sexiste. Pour un troisième groupe, cette image illustre le décalage entre une Amérique bourgeoise et une Amérique prolétaire. Les habits des hommes sont interprétés comme des vêtements populaires. Et le Capitole représente pour ce groupe non pas le haut lieu vénérable de la démocratie américaine, mais l'antre du pouvoir bourgeois. Pour un dernier groupe, enfin, cette image illustre le fait que la politique n'est qu'un carnaval, constat souligné par la prise de vue de l'image. Les vêtements de Jake Angeli, le personnage central, sont interprétés comme un déguisement, et le Capitole lui-même ne serait qu'un immense théâtre satirique. Ces quatre hypothèses résultent sur une focalisation différente sur certaines unités signifiantes et d'une sémiotisation différente de ces unités. Et notre démarche a comme objectif de sonder les raisons d'être de ces différences. On les circonscrit par la notion de filtre interprétatif. Et sur le terrain, nous essayons maintenant de remonter progressivement vers ces filtres après avoir expliqué un peu plus en avant cette notion. En effet,
On avait retenu de Roland Barthes le terme savoir culturel pour désigner des éléments que le sujet humain mobilise dans le processus interprétatif de façon très consciente. Par exemple, des références à des films, des tableaux célèbres ou des lectures. Cependant, comme le dit Umberto Eco, agissent dans le processus interprétatif aussi des éléments tellement stabilisés et automatisés que nous ne sommes plus conscients de leur action. On appelle ces éléments des habitudes, un terme emprunté à Charles Sanders Peirce. Selon Peirce, ces habitudes agissent comme une force qui rend probable que l'esprit agisse plutôt d'une façon donnée qu'il ne le ferait sinon. Plusieurs sémioticiens ont établi une relation étroite entre ces habitudes et l'habitus défini par le sociologue Pierre Bourdieu. Les habitudes, écrit par exemple Anna-Maria Le Rousseau, les habitudes travaillent comme des dispositions à agir, comme des modèles de réaction légitimes à un objet, des dispositions à agir et des dispositions à interpréter, qui résultent des influences socialisatrices qui nous façonnent en tant qu'individus. Elles aident au quotidien à catégoriser le monde, bien sûr, à lui donner une consistance signifiante. Et le but de la sémiotique sociale est de rendre percevable le caractère construit de ces dispositions sociales. Si je reviens maintenant vers l'expérience de terrain, quels sont pour chaque hypothèse interprétative développée par les étudiants les filtres interprétatifs qui les motivent? Pour engager cette introspection, nous avons demandé aux participants de choisir chacun une hypothèse à laquelle il ou elle adhérait le plus et de se questionner sur les savoirs culturels conscientisés et les habitudes intériorisées qui motivaient cette adhésion. Et la présentation finale des résultats met au centre les filtres interprétatifs et donne ainsi à ces filtres la primauté qu'ils ont en réalité dans la production de la signification d'une image. Alors, regardez, un premier filtre qui a mené à la formulation de l'hypothèse que l'image est la représentation d'un coup d'État antidémocratique s'alimente, selon les participants, de convictions de gauche centristes, pro-institution, pro-régulation. Et c'est ce filtre qui a amené les participants à se focaliser en priorité sur la pose des hommes, sur les drapeaux pro-Trump, sur le contraste entre le lieu et les vêtements et sur l'absence de masque. Ce filtre interprétatif s'appuie sur la connaissance de la politique de Trump, mais surtout, il est façonné par une croyance et une confiance dans le système démocratique actuel. Je cite une participante, « J'ai été élevée avec une certaine image de l'ordre et de la démocratie, pacifiste, sobre, classique, ainsi que par un respect pour les institutions acquis grâce à des processus de socialisation. » Une participante relève que ce respect pour le système tel qu'il est s'alimente sans doute aussi par son appartenance à une classe favorisée et à une famille où plusieurs membres représentent le respect de l'ordre. Je la cite, « Les membres de ma famille travaillent dans la justice et j'ai été élevée moi-même dans un environnement plutôt aisé. Je pense que cela influence aussi ma perception des choses et le fait que pour moi, il faille respecter les monuments politiques sacrés et leur fonction démocratique. » Alors, je passe au deuxième filtre, qui a mené à la formulation de l'hypothèse que l'image illustre un risque politique incarné par des suprémacistes virilistes blancs, et qui s'appuie, selon les dires des participants eux-mêmes, sur un prisme intersectionnel, qui donne la primauté au repérage des discriminations de race et de genre. Il a amené certains participants à se focaliser prioritairement sur l'absence d'hommes de couleur et de femmes dans cette image, qui a été interprétée comme des indices du racisme et du sexisme des manifestants. Des lectures de témoignages sur le racisme, comme Noir de Tania de Montaigne, mais aussi des films comme 12 Years a Slave, puis la connaissance de théories postcoloniales et intersectionnelles ont été identifiées comme éléments constitutifs de ce filtre. Pour certains participants, ces lectures ont forgé chez eux un prisme qui focalise leur regard sur des questions de genre et de race. Je cite, « Dans mon militantisme féministe, j'ai appris à me déconstruire et je suis également sensible aux questions raciales, la domination d'hommes blancs, l'absence de personnes de couleur et de femmes dans l'image. »
Cette sensibilité s'appuie aussi sur la socialisation dans des familles politisées, mais surtout dans des milieux militants, cimentant la croyance dans l'existence d'un racisme et d'un sexisme structurel dans la société. Cette croyance est chez certains renforcée par l'expérience personnelle, je cite. Je m'identifie plutôt comme une femme métisse, consciente de la blessure coloniale, car je viens de l'Amérique latine. C'est pourquoi l'hypothèse me touche. Le troisième filtre, qui a mené à la formulation de l'hypothèse que l'image illustre le décalage entre une Amérique bourgeoise et une Amérique populaire, est construit selon les dires des participants eux-mêmes par un prisme qu'ils disent marxiste et qui donne la primauté au repérage des discriminations de classe dans cette image. Il les a amenés à repérer comme unité signifiante dans l'image d'abord les vêtements des manifestants, sémiotisés comme populaires, alors que le Capitole américain est interprété comme lieu du pouvoir bourgeois, loin du peuple. Ce prisme s'appuie chez certains sur la distinction marxiste bourgeoisie-prolétariat, chez d'autres sur une sensibilité pour le caractère déterminant de la position sociale, sans que l'appartenance au marxisme soit revendiquée en tant que telle. Je cite, « La question des origines et de la classe sociale me préoccupe. J'ai fait des études de Sciences Po et de sociologie qui me font comprendre que notre position sociale détermine quelque part notre point de vue. La question de la compatibilité entre l'idéal démocratique et le système néolibéral est également posée par ce groupe d'étudiants. Et enfin, le filtre qui a mené à la formulation de l'hypothèse que l'image illustre le fait que la politique n'est qu'un immense théâtre satirique. Ce filtre se nourrit d'un désenchantement, d'une désillusion vis-à-vis de la politique. Les participants se sont dans ce cas focalisés sur la prise de vue, interprétée comme une théâtralisation satirique. Le Capitole est sémiotisé comme un décor de théâtre, dans lequel défilent des personnages comme Jake Angeli, affublés de déguisements ironiques. Les participants évoquent à la fois les images de Trump, lui-même un personnage théâtral, comme ils disent, et leur perte de confiance personnelle dans la politique, qui mène à une perte des convictions. Je cite un étudiant, « Je n'ai plus aucune conviction, ni aucun espoir en un représentant politique ou un parti représentant une idéologie. » Ce qui peut amener à prendre une sorte de recul sur cette image. Elle paraît alors totalement absurde et sortie d'une pièce de théâtre, un effet renforcé par les déguisements. Alors, je conclus. Pour les participants à cette expérimentation, selon leur propre dire, cette participation est intéressante parce qu'elle fait émerger au fur et à mesure une sorte de portrait socio-culturel et politique du groupe. Il faut néanmoins que je précise que les filtres interprétatifs que je viens de circonscrire constituent des sortes d'archétypes. Certains participants s'y reconnaissent pleinement, d'autres affirment qu'ils ont plutôt l'impression que dans leur propre regard personnel, plusieurs filtres interprétatifs se superposent. Alors le but de la sémiotique sociale est de produire des connaissances sur le fonctionnement de la sémiose. Et nos expérimentations montrent à quel point les filtres interprétatifs opèrent littéralement comme un filtrage, c'est-à-dire comme une sélection d'éléments dans l'image. Cette sélection semble un processus essentiel à la production du sens par le sujet humain. Autrement dit, on arrive à faire signifier cette image parce que nous ne voyons pas tout. Et c'est cette vue sélective qui est certes guidée jusqu'à un certain point par les caractéristiques matérielles de l'image, mais elle repose aussi plus fondamentalement et d'une certaine manière inexorablement sur notre vision du monde. Un autre processus fondamental de la production du sens est l'inférence. On produit du sens à partir d'éléments cachés. On sémiotise des absences. Par exemple, l'absence de femmes ou l'absence de personnes de couleur dans cette image. Excuse-moi, juste Alexandra, Bernard pointait qu'il semblerait qu'à droite, il y ait une femme, non? Oui, je vais y venir. Justement, je vais y venir.
il y a plusieurs choses qu'on peut encore dire sur cette image, justement. Mais en fait, lorsqu'on décide que sur cette image, il n'y a pas de femme, on donne la primauté aux hommes. Hein? Et ça, c'est exactement l'action du filtre interprétatif. C'est pour ça que même s'il y a en réalité une femme sur cette image, peut-être c'est une femme, mais on décide d'une certaine manière inconsciemment de ne pas la voir. Hein, parce qu'on a déjà pris notre décision sémiotique. Et sélectionner et faire signifier des absences sont des facultés profondément humaines. Et la machine, l'ordinateur, est incapable de les reproduire pour le moment. On a depuis plusieurs mois engagé une collaboration étroite avec des spécialistes en machine learning qui travaillent sur les images, comme celle-ci. Et regardez, lorsque une intelligence artificielle interprète cette image, elle se montre plus clairvoyante que nous. Par exemple, elle repère dans l'image un homme plus âgé que les autres à côté du drapeau pro-Trump. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, vous. Hop. Celui-là, je l'entoure avec mon curseur. Moi, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Et lorsque l'informaticienne qui a réalisé ce tagage par une machine m'a montré ce tagage de l'homme à côté du drapeau, là, l'homme plus âgé avec la barbe naissante, je pensais qu'elle avait travaillé sur une autre image et qu'elle s'était plantée. Parce que cet homme, je ne l'avais jamais remarqué. La machine l'a remarqué. De même, elle a marqué un élément qui se trouve entre les hommes, caché quelque part entre les hommes. Mais en fait, là, c'est ce carré jaune que j'entoure avec mon curseur. Et en fait, ce carré jaune, il marque des boucliers transparents. Que là, maintenant, si vous regardez à côté du drapeau américain, on le voit, ce bouclier transparent. Maintenant, on le voit. Et peut-être on ne voit plus que ça, maintenant que je vous le dis. Mais parmi les enquêtés avec qui j'ai travaillé, à Paris 8, personne n'avait remarqué ces boucliers. Et en fait, cette clairvoyance de la machine est à la fois l'atout de l'intelligence artificielle et son plus grand défaut. Et je vais conclure là-dessus. Merci. Merci Alexandra. Moi j'avais deux petites questions rapides. La première, ça concerne Oui. ces techniques, mais ce tracé des filtres, c'est quelque chose qui est fait par le chercheur, c'est quelque chose qui est fait par celui qui regarde. Oui. En fait, ces petits carrés qui sont dessinés sur les images, c'est ça. En fait, ça matérialise les focalisations qui ont été faites par les participants à cette expérimentation. Hein. Et en fait, c'est moi qui les ai dessinés à partir des mots-clés qu'eux, ils m'ont donnés. Et l'autre question, c'est une question de fond par rapport à l'approche de Bernard tout à l'heure. Dans la précédente conférence, là on parle de quelque chose qui est publié, on parle d'une image qui est publiée dans un journal, dans Libération, qui est donc associée à un article, qui est associée à une connaissance d'un événement, et donc on a beaucoup de parasites, on n'est plus dans une lecture d'image décontextualisée, ce qui était le cas de l'expérience de Bernard, d'après ce que vous avez compris. Donc dans l'interprétatif, il y a beaucoup d'éléments, pas forcément parasites, mais qui contribuent à l'interprétation au-delà de l'image elle-même. Ouais. C'est ce que nous on appelle des savoirs culturels sur l'actualité immédiate, et c'est des savoirs culturels qui vont d'ailleurs disparaître petit à petit. Hein. Donc typiquement, si je remontre cette image, dans 2 ans, 3 ans, peut-être plus personne va être capable de situer le contexte précis de cette image. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant hein, de faire des expérimentations sur les images à quelques années d'intervalle pour s'en rendre compte
à quel point, en fait, cette capacité de contextualisation qui est due à la connaissance de l'actualité immédiate, elle est variable. Oui, il y a cette connaissance, effectivement, et il y a aussi le support dans lequel l'image est publiée. Oui, tout à fait. Utilise, qui oriente sa lecture. C'est aussi la notion de légende. Enfin, là, on est beaucoup plus sur une légende, si on est sur un article, mais ce que soulignait aussi Bernard Darras tout à l'heure, la légende donne déjà une clé de lecture et oriente la lecture. Ouais. Et là, c'est plus une légende, c'est un article. Donc, oui, c'est une image qui a été insérée dans un article, mais dans cette expérimentation, j'ai volontairement découpé cette... on va dire cette orientation par la légende. Enfin, je l'ai découpé pour ouvrir le débat interprétatif sur l'image. Alexandra, je voulais juste te demander, quand vous avez travaillé sur cette image, elle était projetée ou sur un écran individuel ou à quel format sinon? En fait, en ce moment, on fait les cours en ligne. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est une expérimentation pour la première fois. Hein, c'est une première. Que pour la première fois, je fais avec voilà, le support numérique. Donc là, je l'ai projeté exactement comme je l'ai fait là avec vous. Hein. Tout à fait les mêmes conditions de vue. Mais en temps normal, si j'ose dire, quand je travaille avec des étudiants en présentiel ou alors avec d'autres groupes, hein, parce qu'on a réalisé aussi des expérimentations avec d'autres groupes qui n'étaient pas des étudiants, eh bien, dans ce cas, je projette l'image sur un écran. Oui. Oui, parce que je me demandais si le taux de complexité de l'image et le taux de normalisation de l'image n'étaient pas repérés ou ressentis aussi en fonction du format. Comme c'est dans un journal ou comme c'est sur un écran d'ordinateur ou comme c'est en 4x3 dans la rue, il y a une réception qui fait qu'il y a un impact également qui joue par le format et le dispositif de communication. Ah, ça c'est une évidence. Et je dirais que, un peu comme Bernard l'a fait remarquer ce matin, que là, c'est des expérimentations qui n'ont rien à voir avec des études de réception. Hein. C'est pas ça le but. Hein. Une étude de réception classique essaierait peut-être de reconstruire le plus possible le contexte de réception, on va dire, trivial de cette image. Hein. C'est absolument pas ce qu'on fait. Ne serait-ce que cette focalisation qu'on induit, cette focalisation extrême et longue sur une image, sur laquelle on se penche pendant 2-3 heures, elle n'a évidemment rien à voir avec les conditions de visionnage. Voilà. Est-ce que par rapport à la question du fait photographique, justement, il faut regarder cette image non pas comme on regarderait une peinture, évidemment, puisqu'il n'y a pas l'intention du regardant et du regardé qui se croisent, mais comme sur une photographie. Donc, par rapport au fait photographique, il y a cette histoire de l'échange. Ici, ces gens sont vus en train d'être pris en photo et donc posent devant un photographe qui les voit se mettre en scène. Dans cette relation, il y a aussi une organisation que l'on ne retrouvera pas du tout en peinture, effectivement. Oui. Mais là, en fait, c'est votre analyse de l'image. Hein. Et moi, en fait, ça, je ne l'ai pas précisé, mais je peux le préciser maintenant. En tant que sémioticienne qui organise ces expérimentations, je ne vais pas donner ma lecture de l'image, ou je vais la donner tout à la fin de l'expérimentation, mais comme une ouverture ou enfin comme un complément d'information, et c'est tout. Donc, en fait, je recueille sur le terrain ce qui est avancé comme hypothèse par les participants. Oui. Et c'est ça que j'ai restitué aujourd'hui. Et je ne vais pas proposer une lecture de sémiotique interprétative classique de l'image. Hein. D'une image photographique, c'est... Cette image photographique. Oui. Oui. Parce que souvent nos étudiants emploient le mot image par rapport à une photo, alors qu'une photo, c'est un type d'image qui est incomparable par rapport à la photographie d'une peinture, ou à la photographie d'un dessin, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'Indien. C'est une reproduction. En fait, ce qui est frappant dans ces expériences,
c'est, je ne sais pas si vous avez eu cette pensée, à quel point, en fait, certains prismes deviennent, je dirais, dominants chez certains publics. Ouais. À quel point certains prismes interprétatifs deviennent petit à petit dominants. Ouais. J'ai remarqué, par exemple, à Paris 8, que le prisme, on va dire, marxiste sur l'image était plutôt en recul ou en déclin par rapport au prisme intersectionnel. Et même, je dirais, les questions de classe sociale, une lecture guidée par la préoccupation du rôle de la classe sociale est en déclin par rapport aux questions de race et de genre. Et ça, dans toutes les expérimentations que je mène actuellement à Paris 8, ça me paraît de plus en plus évident. Et ça parle à tous les publicitaires aujourd'hui. Ouais, à quel point cette sensibilisation a eu lieu chez les étudiants et à quel point elle dirige aujourd'hui leur regard sur une image comme celle-ci, cette image d'actualité. Et voilà, c'est l'un des résultats et c'est très intéressant de faire ce genre d'expérimentation sur plusieurs années avec les mêmes publics, mais qui d'une génération ou d'une année à l'autre changent. Vous voyez? Donc, par exemple, toujours avec des étudiants de master de la même formation, pour voir comment, en fait, ces prismes se déplacent, prennent d'autres contours. Voilà. Donc, voilà, ça donne petit à petit, se construit ainsi une sorte, oui, de portrait un récit social aussi. De ces groupes. Mais c'est très intéressant aussi de faire du contrastif. Hein, par exemple, de faire une expérimentation comme celle que j'ai faite avec des publics de jeunes étudiants et comme je l'ai fait dans pour une autre image avec des publics retraités, voilà, et de confronter ces prismes qui sont verbalisés par les participants. Merci beaucoup Alexandra, donc c'était vraiment complémentaire et passionnant en soi. Merci Alexandra, merci, bravo. Au revoir. Merci.